C'est un échec majeur du pouvoir, et historique sous la Ve République, il faut bien le dire. C'est un séisme politique que nous vivons ce soir. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas la majorité absolue, ça, la question ne se pose même pas, mais on est probablement entre 40 et 80 sièges en dessous de la majorité absolue, selon les fourchettes d'IFOP fiduciales. Ce qui s'est passé dans les urnes est très clair. Une alliance de toutes les oppositions pour faire tomber les candidats macronistes dans les circonscriptions. Des électeurs NUP ont pu voter Rassemblement national, ce sera à vérifier dans des cas de duel entre majorité présidentielle et Rassemblement national, et inversement, des électeurs du Rassemblement national ont pu faire le chemin inverse. C'est une Assemblée nationale à droite toute, avec la percée historique du Rassemblement national qui montrait vers 80 sièges selon IFOP fiducial, un gain de 80 sièges environ, si leur fourchette est juste entre 80 et 100 sièges. Les Républicains et leurs alliés conservent également une certaine influence. La percée du coup de la NUP devient presque modeste par rapport à cela. C'est quand même une centaine de sièges de gagnés, excusez du peu, c'est considérable, mais c'est la percée du Rassemblement national qui est un événement politique absolument majeur. Au bilan, il n'y a pas de majorité de soutien pour le président de la République. Il n'y a pas non plus une majorité de blocage absolu, que serait une majorité absolue de NUP et de Rassemblement national. On n'est pas si loin dans les fourchettes hautes, mais on n'y est pas, semble-t-il. Et donc, c'est le fait majoritaire qui construisait la Ve République depuis 60 ans s'est effondré ce soir. C'est donc la pratique d'un gouvernement minoritaire qu'Emmanuel Macron va devoir mettre en place en espérant que l'Assemblée ne vote pas de motion de censure contre le gouvernement et dont, évidemment, la composition va profondément changer, y compris peut-être même le poste de Premier ministre. On aurait dit il y a encore quelques années, le changement, c'est maintenant. Je vous rappelle quelques chiffres. La NUP, 150 à 180 sièges, ensemble 210 à 250. Le Rassemblement national, 80 à 100 sièges. Jérôme Fourquet, vous venez d'entendre Jérôme Jaffray, il parle de séisme politique. Est-ce le cas? Et quelle que soit votre réponse, pourquoi? Oui, je souscris à tout ce qui vient d'être dit, c'est majeur. Effectivement, on voit que la majorité présidentielle est très loin de la majorité absolue. On a le Rassemblement national qui effectue une percée. Alors, si on regarde les choses dans le détail, ce qui est très frappant aussi, c'est que le mécanisme électoral français est complètement désarticulé et complètement dysfonctionnel aujourd'hui. On dirait qu'il y a une forme de proportionnel sans la proportionnelle. Pardonnez-moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de représentation du paysage politique, mais qui en fait, avec le scrutin majoritaire, donne quand même quelque chose qui ressemble au résultat de la présidentielle. Alors les Français ne se sont pas concertés dans une gigantesque agora préalablement. Bien sûr. Il faut regarder qu'on avait des configurations de deuxième tour qui étaient très différentes. Il faut regarder ce qui s'est passé configuration par configuration. Le duel le plus fréquent, peu plus de 270 circonscriptions, c'était un duel entre la NUPES et Ensemble. D'après les chiffres dont on dispose, on est à peu près sur un rapport de force en score aux alentours de 51-49, 50-50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute une partie de la droite n'a pas répondu présent à l'appel du président en disant « Attention, la peur du rouge, l'extrême gauche va arriver ». Il y a un antimacronisme de droite et aussi du Rassemblement national qui ont dit « On les laisse se débrouiller ensemble ». Donc, la majorité présidentielle était courte pour l'emporter sur NUPES. Autre configuration très fréquente, une centaine de duels entre Ensemble, la majorité présidentielle, et le Rassemblement national. Et au regard des chiffres dont on dispose à l'IFOP, on est là aussi sur des scores qui sont extrêmement serrés de deuxième tour, aux alentours de 50-50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Front républicain n'a pas du tout fonctionné et que beaucoup d'électeurs de gauche, de Jean-Luc Mélenchon, de la NUPS, qui, à la présidentielle, en se bouchant le nez, ont voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour, là, dans des circonscriptions, on dit c'est pas si grave que ça s'il y a un député RN et nous, Ensemble, n'aura pas notre voix. Il y avait peut-être aussi un calcul tactique en disant faire barrage au Rassemblement national, c'est donner un siège de plus à la majorité présidentielle et donc On va revenir sur les détails des reports de voix parce que c'est clé évidemment dans ce résultat. Mais on va aller retrouver Maureen Bajac dans le Finistère Sud pour la circonscription de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, le patron de la majorité, le plus proche marcheur d'Emmanuel Macron, vraiment celui qui s'est déclaré pour lui dès le premier jour. Il a été battu ce soir.
Oui, vous avez tout dit, Ruth. Mélanie Thomas l'emporterait de peu, devançant Richard Ferrand, son ancien allié, parce que je vous le rappelle, dans cette élection, le président de l'Assemblée nationale affrontait son ancienne famille politique, le Parti socialiste, celle qui tractait pour lui encore jusqu'en 2017, lui arracherait donc désormais la victoire de ce président de l'Assemblée nationale. Rien n'était gagné, c'est resté serré jusqu'au bout pour cette élection. Le premier tour était d'ailleurs très serré, avec seulement 2 points d'écart, 1180 voix d'écart, mais avec cette victoire, Mélanie Thomas délogerait donc le président de l'Assemblée nationale de son perchoir. Merci Maureen. Maureen Bajac, donc dans le Finistère, vous avez peut-être oublié une chose, Richard Ferrand, ancien socialiste. Oui, bien sûr. Ça, ce n'est pas notre non plus. On va aller à l'Élysée tout de suite. Castaner aussi. Oui, Où se Christophe trouve. C'est Castaner pour ça que je aussi, disais bien ça. Julien Arnaud, devant le palais de l'Élysée, ça fait plus d'1h15, si mes calculs sont corrects, la première ministre, est dans le bureau du président de la République. Oui, Elisabeth Borne, effectivement, est arrivée ici à 19h. Donc 20h15, vos calculs sont bons, Thomas. 1h15 de réunion, bien sûr, et pour décortiquer circonscription par circonscription. Et Ruth l'évoquait, bien évidemment, les circonscriptions des fidèles du président de la République, Richard Ferrand, Christophe Castaner, des piliers de la République En Marche, eux qui se sont lancés dans l'aventure aux côtés d'Emmanuel Macron en 2016. Donc ces circonscriptions, bien évidemment, avec une attention particulière, comme la circonscription de la première ministre Elisabeth Borne, et puis celle des autres ministres candidats engagés dans ces législatives. Et puis au-delà, c'est tout, je dirais, l'échiquier politique. Bien évidemment, un œil du président sur Marine Le Pen et le score de celle qui avait démissionné, qui s'était mise en retrait de son poste de présidente du Rassemblement national. Tout ça est examiné. Pour la petite histoire, je peux vous dire que j'ai envoyé des SMS à des piliers de la majorité. D'ordinaire, ils sont bavards, là, pas de réponse. Pourtant, il y a bien la petite notification, message lu, mais rien pour le moment. À mon avis, encore des éléments en cours de calage autour d'Emmanuel Macron. Voilà, merci Julien Arnaud. Et donc à l'instant, Rachida Dati sur TF1 parle demande le changement de la première ministre. Et puis Jordan Bardella, lui, évoque un tsunami. Jean-Michel Apathy, Elisabeth Martichoux, c'est un tsunami. Concernant le Rassemblement national, oui, je sais pas si c'est un tsunami, personne n'attendait le Rassemblement national à cette hauteur, donc tout le monde découvre un peu cette information, peut-être même Marine Le Pen d'ailleurs, qui n'a pas fait état d'une sensibilité très exacte sur ces élections législatives. Peut-être que le potentiel du Rassemblement national était très important. Je me demande, quand je vois le résultat ce soir, s'il a été totalement exploité par Marine Le Pen. Mais c'est elle qui, ce soir, apparaît comme la triomphatrice de ce scrutin. Évidemment, ça c'est une évidence. Elisabeth Borne, elle était la première ministre du succès présidentiel. Est-ce qu'elle peut être la première ministre de l'échec présidentiel ? Bien sûr. Non. C'est une vraie question. Je pense que, mais après, quand on a entre 210 et 250 députés, je ne sais pas quel est l'oiseau rare qui peut monter à la tribune de l'Assemblée nationale et captiver l'auditoire et qu'il aura dans l'hémicycle. Sauf à faire des alliances, et c'est pour ça que je parlais de proportionnalité, toute proportion gardée. Mais est-ce à dire, Elisabeth ? C'est pas qu'un échec, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont posés. En tout cas, c'est un message fort que Emmanuel Macron n'a pas. Les Français ont dit, on ne veut pas qu'il ait de majorité absolue. On ne veut pas que le président, qui a été réélu sans cohabitation pour la première fois, on ne veut pas lui donner les pleins pouvoirs. On l'a entendu pendant toute la campagne, eh bien, ils l'ont fait. Et on retiendra quand même, on retiendra qu'on a beaucoup dit qu'il s'était engagé, qu'il était sorti du fond de cours pour monter au filet dans cette dernière semaine, ou dans la semaine d'entre-deux tours, Emmanuel Macron. Il a dit, sur le tarmac d'Orly, aucune voix ne doit échapper à la République. Je ne sais plus quelle est la formulation exacte. Il a dit 6 fois à Orly, j'ai besoin d'une majorité solide, sous-entendu absolue. Eh bien, c'est le contraire qui a été fait. Et on n'a pas un taux de mobilisation, on l'a dit beaucoup, qui a énormément bougé. On a la même participation qu'au premier tour. Et ce ne sont pas les mêmes qui sont allés voter. Ce sont des électeurs qui sont allés conforter Marine Le Pen dans des proportions qui n'avaient pas été anticipées et installer la NUP dans des proportions à l'Assemblée évidemment assez confortables, même si Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi son pari de la cohabitation, et de loin. On peut quand même le dire ce soir. Mais en tout cas, l'engagement d'Emmanuel Macron dans la campagne, il y a quelques jours, n'a produit aucun effet. Je pense même qu'on peut dire que ça a été contre-productif. Et son voyage en Ukraine, dont certains disaient « ça en impose quand même ».
eh bien, les électeurs n'ont pas reçu ce message. Cela les a laissés de glace. On posait une question tout à l'heure, la France sera-t-elle gouvernable et comment? On va y répondre avec vous dans un instant. J'aimerais juste avant qu'on puisse se rendre du côté du siège du Rassemblement national. Nous ne sommes pas au siège du Rassemblement national, nous sommes à Hénin-Beaumont, Kadi Adoumdas, où vous vous trouvez et où, on l'imagine, les membres du RN ont le sourire ce soir. Et c'est le moins qu'on puisse dire, oui Thomas. Il y a une grosse ambiance ici ce soir. Il y a beaucoup de gens incrédules. Il y a énormément de joie, des gens qui pleurent de joie, qui sont venus nous voir. Ils espéraient, mais ils ont encore du mal à réaliser. Chaque fois qu'ils ont découvert les résultats, circonscription par circonscription, il y avait énormément de cris de joie. Alors oui, Marine Le Pen, elle a bien réussi son pari. Haut la main d'ailleurs, elle n'a pas eu besoin de la proportionnelle. Excusez-moi si je hausse un peu le ton, mais ça parle très fort derrière moi. Et nombreux sont ici à ne pas réaliser effectivement l'ampleur de ce qui s'est passé ici ce soir. La victoire des candidats du Rassemblement national, entre 80 et 100 candidats RN qui vont donc faire leur entrée au Palais Bourbon. C'est du jamais vu. Et ici à Hénin-Beaumont, Marine Le Pen, donc on est à peu près à 2/3 des bulletins dépouillés. Et effectivement, elle a remporté aussi son pari face à la candidate de la NUP, Marine Tondelier. Et je pense qu'ici, ce soir, la fête va durer très tard dans la nuit. Merci Kadi.